Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce sublime événement, donc 0 to 1 au H7, et d'accueillir du coup Camille Morvan de Gochaba, cofondatrice de Gochaba. Je suis très heureuse de t'accueillir ici, tout particulièrement parce que moi, ça fait 3 ans que je développe Hello Charlie depuis le H7. On est une des toutes premières startups qui est arrivée dans ce beau lieu. Et notre sujet à nous, chez Hello Charlie, c'est l'orientation scolaire et professionnelle des jeunes. Et pour tout plein de raisons, on se rejoint pas mal sur l'accompagnement des talents et leur inclusion au sein des entreprises, de manière générale, que ce soit par la formation ou par l'emploi. Et donc, ravie de mener cet entretien aujourd'hui avec toi, Camille. Et pour commencer, je te propose de te présenter, de me parler de ton parcours, d'où tu viens et comment est née l'envie de créer Gochaba. Merci, bonjour à tous. On a chaud. Moi, j'ai chaud là. Mais on va essayer quand même de garder un peu de dynamisme. Donc Camille Morvan, j'ai cofondé Gochaba il y a quelques années. À la base, je suis chercheuse en neurosciences, sciences cognitives, donc j'ai travaillé sur la prise de décision et les biais cognitifs. Le parcours de recherche m'a amené à enseigner à faire de la recherche à Harvard. Et c'est quand j'étais là-bas que j'ai eu l'idée de créer la techno qui est devenue la techno fondatrice de Gochaba, qui est d'utiliser des jeux vidéo pour évaluer les traits cognitifs des personnes. Ça va comme intro ? C'est pas mal. On peut préciser du coup donc, comment se décline l'activité de Gochaba, qu'est-ce que vous proposez à qui, parler peut-être aussi de l'expérience candidat que vous avez réinventée. Donc le principe de la techno, c'est d'utiliser des sciences cognitives pour évaluer les traits cognitifs parce que c'est hyper précis et scientifique, et du jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, c'est un peu le langage universel qui permet de dédramatiser le recrutement. En fait, l'idée de Gochaba, c'est que dans le recrutement aujourd'hui ou la mobilité interne, il y a énormément de biais parce que souvent, ça démarre par le CV. Et en fait, le CV, c'est globalement une carte de visite de votre milieu social, quoi, et de votre capacité à vous vendre. Donc, on a voulu rendre le recrutement plus juste en évaluant réellement le potentiel des personnes à travers ces jeux vidéo. Donc, c'est un outil qui est hyper inclusif parce que parce qu'encore une fois, ça dédramatise le moment du recrutement. C'est évidemment anonyme. On mesure le potentiel réel des gens, et comme des gens hyper intelligents, il y en a partout, on crée beaucoup plus de diversité dans le recrutement. Et donc nos clients aujourd'hui, c'est surtout du grand compte. Là, on est en train de développer une offre PME. Donc on a par exemple McDo qui est le premier recruteur de France, on a Accenture, on a ce type de boîte-là comme client, quoi. Du coup, côté candidat, quand j'arrive sur votre plateforme ou sur celle des entreprises avec lesquelles vous travaillez, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je réalise comme activité et comment, du coup, je dépasse ce sujet de biais cognitifs ? Ouais, en fait, le truc, c'est quand vous êtes, si par exemple vous êtes candidat ou candidate chez McDo, vous allez aller sur le site où vous allez recevoir une pub Facebook, voilà, qui dit pour candidater, cliquez ici, et vous allez faire une série de jeux vidéo qui vont être par exemple, déjà on vous explique le contexte, donc c'est merci de postuler chez McDo, évidemment c'est en marque blanche. Enfin, nous, on est en marque blanche. Et pourquoi on explique le contexte? C'est parce que c'est vraiment important pour nous que les candidats et les candidates sachent qu'ils sont évalués de manière juste pendant le recrutement, qu'ils comprennent qu'on ne va pas leur faire un test à la Marie-Claire. J'ai rien contre les tests Marie-Claire, mais c'est pas cool de le faire dans un contexte d'entretien d'embauche, quoi. Donc on explique bien le contexte et ensuite donc ils sont amenés vers des jeux. Alors je vais vous donner quelques exemples de jeux parce que c'est plus sympa de visualiser. Par exemple, on a un jeu qui mesure la mémoire de travail. Donc la mémoire de travail, c'est ce qui vous permet de suivre un raisonnement. C'est comme la RAM d'un ordinateur en fait. C'est ce qui vous permet de raisonner à un moment donné. Et ce test-là, c'est des poissons qui apparaissent en série. Donc on va avoir un poisson avec des rayures, puis un poisson avec des rayures jaunes, puis un poisson avec des rayures bleues, puis un poisson avec des points. Et on vous dit, ce poisson-là, est-ce que c'est le même ou différent de celui d'avant? Ensuite, le jeu il augmente en complexité. Donc c'est vous comparez ce poisson avec 2 poissons en arrière ou 3 poissons en arrière. Et donc ça, c'est un exemple de jeu. Il y a d'autres jeux, par exemple, où on va évaluer l'émotion sur un visage. Bon, voilà, il y a pas mal de jeux. C'est vraiment du casual gaming, quoi. C'est du Candy Crush pour le recrutement. Sauf que ce qu'on mesure derrière a vraiment du sens. Donc, par exemple, sur pourquoi on mesure la mémoire de travail, pourquoi c'est important de connaître la RAM d'un ordinateur, c'est parce que la mémoire de travail, elle est reliée à votre capacité ensuite à résoudre des problèmes complexes. Donc, le sujet, en fait, aujourd'hui dans le recrutement, c'est que tout le monde dit que les soft skills, c'est hyper important et tout le monde veut les mesurer. Mais en fait, il y a un peu de tout et n'importe quoi sur le marché. Et pourquoi il y a tout et n'importe quoi? C'est parce que la définition de soft skills, elle n'est pas du tout précise, en fait.
On peut vraiment dire, enfin, les gens mélangent des traits de personnalité, je sais pas, par exemple le leadership, les gens disent que c'est un soft skills, tout comme la capacité à gérer des problèmes complexes, alors que dans la tête, c'est pas du tout les mêmes, c'est pas du tout de la même façon que le cerveau va gérer les deux trucs. Donc nous, on mesure les capacités cognitives qui sont sous-jacentes au potentiel. Donc c'est vraiment, quand je parle de RAM de l'ordinateur, c'est en gros, on mesure, entre guillemets, la puissance sous le capot. Ça veut pas dire... Enfin, en gros, on mesure 10 traits cognitifs et généralement, les gens sont bons sur une partie, moins bons sur une autre. Donc l'idée n'est pas de classer les gens, l'idée c'est de dire selon le profil cognitif, vous allez être meilleur dans un job, par exemple, dans un bureau type consultant, ou alors vous allez être meilleur dans un job, par exemple, chez Franprix, en physique, par exemple. D'accord. Et est-ce que cette méthode, cette nouvelle manière de faire, a donné des résultats ? Est-ce que voilà, il y a des petites histoires que tu peux nous partager, des candidats qui se sont révélés via cette méthode-là et qui, sur le CV, sur le papier, ne seraient peut-être pas passés à l'étape d'après? Ben, ça, c'est un peu l'histoire de Gochaba. Donc là, on a testé 1 million de candidats aujourd'hui. Et donc, il y a les stats qui montrent que... alors, je vous donne l'exemple d'Accenture. Accenture, ils recrutaient beaucoup, comme tous les cabinets de conseil, sur diplôme, grande école, école de commerce, etc. Et grâce à Gochaba, ils ont doublé le nombre de personnes qui viennent de la fac. En fait, l'air de rien, quand on recrute à la fac, ben, en fait, on recrute de fait... dans des classes sociales différentes. Donc c'est vraiment de la diversité de recruter à la fac pour ce type de cabinet. On avait une candidate, on avait fait une opération par exemple avec Mosaïque RH, où une candidate avait été sélectionnée par Gochaba et elle nous avait dit que vu son adresse, elle n'aurait jamais osé candidater en envoyant son CV. Parce qu'elle habitait dans un quartier qui probablement a mauvaise réputation. Donc ça, c'est des trucs qui sont intéressants pour nous parce que ça montre que ça dédramatise la candidature côté candidat. Et après, un exemple que j'aime bien citer, c'était pour une startup qui s'appelle TwoSpark, qui a été vendue depuis, où en fait, ils cherchaient un gros hacker. Et donc, les profils qui ressortaient sur la base du CV, c'était systématiquement des hommes. Et le profil qui ressortait avec Gochaba, c'était une nana qui était musicienne. Donc finalement, ils ont recruté cette personne qui est restée. Et parce que, en fait, elle avait vraiment le potentiel. Donc il y a vraiment, voilà, les CV, c'est vraiment hyper trompeur. Et nous, on est hyper fiers de ça, quoi, de pousser des profils plus originaux, peut-être, parce que c'est bon pour ces profils-là et parce que c'est bon pour les boîtes, quoi. Du coup, recruter sans CV, est-ce que ça peut se généraliser pour tous les postes, pour tous les emplois, pour tous les secteurs? Est-ce que c'est votre modèle à vous que vous défendez pour le recrutement de demain? Ouais, alors nous, on est convaincus que le CV, c'est complètement obsolète et ça va disparaître. Le CV, il date de Léonard de Vinci, donc c'est vraiment un vieux truc. Là, pour moi, le seul endroit où il peut y avoir besoin d'avoir un CV... Alors, on peut avoir besoin de connaître l'expérience professionnelle des gens. Ça, c'est une chose. Donc, on peut leur poser la question. Par exemple, j'ai besoin de quelqu'un qui a 5 ans d'expérience professionnelle. Je peux lui demander dans un questionnaire combien d'expérience avez-vous dans tel job. Le problème du CV, c'est comme c'est à l'initiative du candidat, en gros, on peut se former à faire des bons CV. Si on n'a pas été à la bonne école, on ne sait pas faire un CV comme il faut. Donc, il y a toute cette question de forme dans le CV qui est problématique. Ça, c'est un premier truc. Et le deuxième truc, c'est que le recrutement sur la base des soft skills, pourquoi il est essentiel et il va le devenir de plus en plus, c'est parce que les métiers changent hyper vite maintenant. Donc d'une part, les gens changent de métier beaucoup plus souvent, et en plus, dans un métier donné, le métier lui-même évolue. Et donc si vous recrutez sur la base d'une compétence technique, de bidule qui a codé dans tel langage pendant 10 ans, en fait, ça ne sert à rien parce que tel langage, dans 6 mois, il sera obsolète. Donc l'avantage des soft skills, c'est que les gens sont beaucoup plus adaptables. Du coup, quand vous intervenez auprès de vos clients, de vos partenaires, des entreprises avec lesquelles vous travaillez, vous passez par une étape de redéfinition aussi de fiches de poste pour que ça soit matché avec ces soft skills? Ouais, en fait, c'est intéressant, c'est une super bonne question parce qu'en fait, nous, on se disait, on propose un outil qui va permettre de mesurer le potentiel et puis ça sera top. Sauf qu'en fait, on se rend compte que ce qu'on vend, c'est du changement. Si les entreprises décident de recruter sur la base du potentiel plutôt que sur la base du CV, ça sous-entend qu'il y a eu déjà un changement de paradigme un peu dans leur tête. Donc on fait beaucoup d'évangélisation. Donc
au début de Gochaba, on faisait ça en fait. Pour chaque job, on redéfinissait avec l'entreprise quels étaient les traits essentiels pour la réussite dans ces postes-là. On faisait ça avec des méthodes de design thinking. Et bon là, comme ça fait 7 ans qu'on a fait beaucoup de R&D, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait 10 traits cognitifs qui prédisaient le succès dans quasiment tous les postes. Super intéressant. Et du coup, quelles sont un peu les entreprises championnes en France que vous n'avez eu aucun mal à convaincre? Et à contrario, quels sont les types d'entreprises très réticentes sur le sujet et qui retiennent un petit peu cette transformation du marché de l'emploi? Alors, c'est intéressant parce que nous, on a eu... bon, je ne peux pas m'engager à dire que les entreprises elles-mêmes sont au top, mais en tout cas, les personnes dans ces entreprises-là avec lesquelles on a bossé étaient vraiment éveillées. Donc, chez Accenture, on a bossé avec Florence Réal et McDo avec Enzo Fencruz. Et les deux ont changé de poste depuis, mais en fait, eux, ils étaient déjà convaincus que de rajouter de la diversité, c'était bien pour tout le monde, que les méthodes de recrutement devaient évoluer. Et alors, c'est intéressant parce que McDo, en tant que premier recruteur de France, ils ont vraiment une responsabilité sociale, en fait. Et les gens avec lesquels nous, on a discuté chez McDo en sont conscients. Je ne m'engage pas pour l'entreprise, mais voilà. Et ce qui est intéressant pour Accenture, parce qu'on a eu BCG aussi comme client, mais ce qui est intéressant sur les boîtes de conseil, c'est qu'en fait, les boîtes de conseil, ils peuvent avoir 1000 raisons de recruter sur le CV. Et notamment le fait que quand ils vendent un consultant à un client, le consultant, il achète aussi un CV. Donc c'était très intéressant pour nous de voir que Accenture était prêt à prendre ce risque-là. C'est un risque modéré, mais en tout cas d'avoir plus de personnes qui viennent de la fac, ils se rendent compte que ça marche. Donc ça nécessite quand même une petite transformation dans l'entreprise, quoi. D'accord. Et quel est ton avis aujourd'hui sur l'état du marché en France par rapport à ces méthodes de recrutement, au sujet de l'inclusion de manière générale et de la diversité? Est-ce qu'il y a des pays plus champions que la France, notamment en Europe, là-dessus? Comment tu sens le marché? Alors déjà, on s'était dit qu'on prenait des questions après, donc si vous avez quoi que ce soit, voilà, on prendra un peu de temps pour les questions, c'est toujours un peu bizarre de parler à un groupe de gens sans leur demander leur avis. Sur l'inclusion, je pense qu'il y a des approches différentes, mais en tout cas, dans les pays anglo-saxons, je trouve qu'il y a... Bon, parce que j'ai passé beaucoup de temps là-bas, c'est une culture que je connais beaucoup moins la culture, je sais pas, allemande, italienne, espagnole. Mais en tout cas, dans les cultures anglo-saxonnes, il y a un truc assez pragmatique dans l'approche au travail qui fait que l'inclusion, c'est pas discuté sous forme de... en fait, c'est de la charité. En France, des fois, il y a un peu ce discours de l'inclusion, c'est de la charité, et moi, ça m'insupporte. Et je trouve que dans les pays anglo-saxons, il y a plus cette notion de pourquoi on veut de la diversité. Parce que si on a de la diversité, on va avoir une force de travail qui va mieux représenter notre base client, par exemple. Parce que quand il y a de la diversité, il y a plus de créativité, il y a plus d'innovation. Donc je ne dis pas que les États-Unis, c'est le rêve, hein, mais en tout cas, sur cet aspect-là, je trouve que pour un outil comme le nôtre, le marché anglo-saxon est plus adapté. On a quand même beaucoup d'évangélisation à faire sur le marché français. Après, moi, je souhaite justement apporter ça sur le marché français parce que je trouve que la France est quand même un pays où, en vrai, c'est un des rares pays où il y a encore un peu de mobilité sociale. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un peu. Moi, j'en suis la preuve et ça me tient à cœur que dans un pays où il y a encore une éducation publique, gratuite, de qualité et de moins en moins gratuite, mais en tout cas, moi je suis vraiment le produit de ce système-là et j'ai réussi une carrière parce qu'on m'a fait confiance malgré le fait que je venais pas d'un milieu particulièrement favorisé, et j'aimerais bien apporter du coup ce qui à mon avis manque à la France, qui est d'être un peu plus pragmatique, quoi, au niveau de ces notions d'inclusion. C'est pas juste émotionnel, c'est pragmatique aussi, l'inclusion et la diversité. Tant qu'on parle du système, du coup, est-ce qu'en France, vous agissez en direction des pouvoirs publics aussi, avec des acteurs de référence de l'emploi, du recrutement, comme Pôle emploi ou comme l'APEC, par exemple, pour changer ces modalités de recrutement, l'état d'esprit, et transformer comme ça? Oui, énormément. Alors, on travaille avec Pôle emploi. On les a pas comme clients, mais on échange beaucoup avec eux. On a été plusieurs fois en contact avec le ministère du Travail et de l'Éducation. Et en fait, je pense que ça bouge. En tout cas, nous, notre point de vue, c'est de dire que ça bouge à partir du moment où il y a suffisamment d'entreprises qui adoptent l'outil. Et pour qu'on puisse devenir une référence, parce que par exemple, Pôle emploi pourrait utiliser Gochaba pour faire des espèces de cartes de visite pour les demandeurs d'emploi, on en parle de ça, et ça aura d'autant plus de sens que beaucoup d'entreprises nous connaissent ou au moins connaissent ce système-là.
Donc on est en lien avec les pouvoirs publics pour quelque part déclencher au bon moment aussi ce type d'opération. Sur un sujet un peu plus compliqué, du coup, il y a des entreprises aujourd'hui qui sont dénoncées, qui sont montrées du doigt pour leur impact social négatif. Quel est votre positionnement par rapport à ça? Est-ce que vous acceptez de travailler avec tout type d'employeurs, y compris ces entreprises-là? Ou est-ce que vous fixez une charte ou une éthique, voilà, de ne pas forcément y aller pour toutes ces raisons? Bah, en fait, moi j'ai vraiment, alors je ne peux pas parler pour l'ensemble de la boîte pour le coup sur ça, mais je pense que quand on parle d'impact négatif, qu'il soit social ou environnemental, il faut faire un peu attention à comment il est mesuré. Donc je donnais un exemple, Philip Morris, qui est donc une compagnie de cigarettes, a mauvaise presse parce qu'ils vendent des cigarettes. Sauf qu'en fait, moi ce que j'ai vu de ce qu'ils mettent en place au niveau RH dans la boîte, en fait, est probablement beaucoup plus juste que ce que j'ai vu être mis en place dans des startups à impact, par exemple. Donc, pour moi, le truc, c'est si on veut transformer les choses, autant aller transformer là où justement on pense qu'il y a besoin de transformation, quoi. Donc, si on reste entre soi juste avec des boîtes qui sont déjà convaincues que ça marche, on ne va pas aller très loin. Donc, et puis, je pense que c'est vraiment important. Enfin, je donne un exemple, c'est encore McDo, c'est pas, je sais pas pourquoi, mais sur McDo aux États-Unis, c'est le consommateur numéro 1 de porc. Et le jour où ils ont décidé qu'ils prenaient plus de cochons, qui avaient eu des vies absolument abominables, mais qui mettaient un minimum de qualité de vie animale sur le porc qu'ils achetaient, ça change dramatiquement le marché tout de suite en fait. Donc il y a quand même ce truc d'être pragmatique et de se dire on va pas aller travailler qu'avec des boîtes qui sont parfaites entre guillemets, mais autant travailler, et c'est pour ça qu'on travaille avec des grands groupes, parce que quand on bosse avec un grand groupe, d'un coup on impacte des centaines de milliers de candidats. Mais bientôt une offre pour les startups aussi peut-être. On voulait démarrer par les grands groupes justement pour avoir beaucoup de volume en fait et avoir un impact important en volume. Et là, on a suffisamment de R&D, on a un outil qui est mûr pour être sur étagère et du coup qui sera à un prix plus abordable pour les plus petites boîtes. Super. Pour parler un petit peu des valeurs de Gochaba et comment elles s'incarnent au sein de votre équipe, tu avais déjà partagé le fait que vos valeurs, voilà, il y a beaucoup de personnes chez vous qui croient énormément en vos valeurs, c'est dans votre mission. Comment ça s'incarne concrètement et comment ça se traduit ? Alors, je pense que c'est pas politiquement correct de dire ça, mais on est majoritairement non blanc chez Gochaba, donc il y a une vraie diversité. Je sais pas, j'ai dit ça récemment à un pote, il m'a dit oh, mais tu peux pas dire ça. J'ai dit, ouais, en même temps, voilà. Donc je dis pas que la couleur de peau ça fait tout, qu'on est géniaux, mais en tout cas le fait est de constater que pour une start-up dans la tech, on dénote un peu sur les photos, voilà, c'est juste. Et évidemment, je pense qu'on est à la parité, ou alors il y a un peu plus de femmes. Les trois associés, du coup, il y a aussi beaucoup de diversité dans les associés, à la fois de couleur de peau, d'origine sociale, etc. Et en fait, du coup, ce qui est hyper intéressant pour moi, c'est que les valeurs m'ont vraiment dépassé aujourd'hui. En fait, il y a des gens qui viennent chez nous qui m'apprennent des choses, quoi, ils se sont vraiment emparés des valeurs parce que... et puis c'est eux qui vont les faire vivre. Donc, voilà. Donc en fait, le fait d'avoir beaucoup de diversité dans la boîte, c'est un truc dont on est évidemment fier, mais c'est aussi juste, on le fait parce que ça nous convient, quoi, parce qu'on est bien comme ça, nous, au quotidien. Vos talents en interne, du coup, au sein de la boîte, au sein de Gochaba, comment vous leur permettez de réaliser leur plein potentiel au fil des évolutions de l'entreprise, de leurs évolutions aussi personnelles, professionnelles aussi? Comment est-ce que vous permettez de s'épanouir? Alors, on fait ce qu'on peut, déjà. Je ne sais pas si ce qu'on fait, c'est parfait, voilà. Mais en tout cas, on met en place un minimum de transparence sur tout ce qui est salaire, KPI financier, etc. Les salaires ont été définis ensemble, en fait, par un petit groupe. Donc, ce n'est pas les fondateurs qui définissent les salaires, c'est un groupe de salariés. Là, on met en place des choses qui s'inspirent de l'holacratie. Bon, il y a plein de boîtes qui font ça. Donc, on met en place des squads. Et en fait, ça fait plusieurs fois qu'on essaye. C'est quand même pas évident de mettre en place, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont essayé ici, de mettre en place une organisation horizontale. Bon, il y a plein de choses un peu compliquées, dont un truc tout bête, c'est qu'en fait, on s'inscrit dans un système juridique, pénal, légal, qui est pensé pour des boîtes pyramidales. Donc, il y a, ne serait-ce que ce point-là, en fait, comment on fait
Si quelqu'un fait une erreur, si c'est le dirigeant qui va en prison, bah, c'est un peu dommage si on avait mis en place un truc horizontal. Mais en tout cas, en ce moment, on met en place des squads avec donc des groupes de salariés qui sont qui lead des sujets clés à la boîte. Donc la croissance, par exemple, c'est un groupe de salariés qui gère ça. Après, un truc sur lequel on est hyper attentif, c'est que ça soit pas une décharge de responsabilité non plus. Parce que, encore une fois, on est dans un système qui reste quand même hiérarchique et pyramidal. Donc l'idée, c'est quand même qu'en tant que dirigeant et fondateur, fondatrice, on garde la responsabilité d'une certaine façon, mais en même temps, c'est ce truc de curseur, en fait. Donc il y a pas mal de choses qu'on discute. En tout cas, le fait d'avoir mis en place des squads, pour nous, c'est donc les squads, elles définissent l'offre, les offres. L'idée de l'offre petite boîte, ça vient d'une squad. C'est elle qui gère la croissance, etc. Et j'espère que ça aide les personnes à s'épanouir et à avancer. Du coup, dans ce cheminement et dans ces évolutions de l'entreprise de Gochaba, j'imagine que vous avez eu des choses qui ont super bien marché, d'autres un petit peu moins. Est-ce que tu aurais 2-3 conseils à partager du coup avec la salle pour créer des sociétés plus justes, plus inclusives et... Je pense qu'il y a un truc que j'avais lu en fait avant de monter la boîte et que je remarque, c'est que la diversité c'est super, mais en fait ça crée quand même pas mal de bazar, quoi. Et quand je parle de diversité, c'est avec mes associés, on n'a pas forcément le même point de vue sur tout, même loin de là, donc on est hyper complémentaires sur certains trucs, mais du coup ça crée, il ne faut pas être naïf en fait. Il y a une raison pour laquelle les startups tech, souvent elles sont créées par des mecs de 30 ans, blancs, qui ont fait les mêmes écoles, c'est parce qu'en fait, comme ils pensent pareil, c'est hyper facile de déployer. Donc voilà, la diversité c'est bien, mais il faut être réaliste sur le fait que c'est quand même que je trouve que c'est bien sur le long terme, mais au démarrage, ça rajoute une difficulté, il me semble. Mais d'ailleurs, vraiment, ça m'intéressait d'entendre ce que vous en pensez. Du coup, dans les conseils, il faut démarrer avec des personnes qui sont comme nous? Non, il faut démarrer avec des personnes qui ne sont pas comme nous, mais il faut savoir que ça va être compliqué. Super. Je voulais revenir sur toi, sur ton parcours. Donc, tu viens de la recherche. Comment t'es passé côté start-up? Est-ce que c'était naturel? Est-ce que tu étais comme un ovni dans ce monde-là? Et comment est-ce que tu as pu comprendre l'ADN et l'adopter très vite pour créer une entreprise aujourd'hui qui marche? Alors, c'est marrant parce que le monde de la recherche, blâme les gens qui quittent la recherche, quoi. Quitter la recherche, c'est quand même avoir un peu raté sa vie. Donc il faut avoir le courage, tous les gens qui quittent la recherche, il faut avoir ce courage-là de changer. Et ce qui est marrant, c'est que côté start-up, par contre, je me souviens d'un de mes fonds qui avait dit un truc du genre « Ah ouais, mais les chercheurs, ils doivent t'admirer parce que tu as changé de voie. » Et j'étais en mode « non, en fait, ils s'en foutent des start-up, quoi, ça les intéresse pas. » Donc le changement n'était pas spécialement naturel. Après, moi, j'avais envie de monter une boîte. J'ai toujours eu des petites activités business. Je pense que je suis plus clairement une entrepreneuse qu'une chercheuse, en fait. Donc pour moi, je me suis sentie tout de suite plus à l'aise dans le fait d'avoir monté une boîte. Un truc que je trouve hyper intéressant quand on passe de la recherche au monde de l'entrepreneuriat, c'est que dans la recherche, il y a une forme d'intelligence qui est très plébiscitée, que je pourrais décrire de plein de façons, mais je vais dire couper les cheveux en 4, c'est pas très sympa, mais voilà. Et en fait, quand on passe à l'entrepreneuriat, il y a vraiment plein de formes d'intelligence hyper importantes. Donc oui, il faut être analytique, mais en même temps, il faut des gens qui foncent, il faut des gens qui soient consensuels, mais il faut aussi des gens qui n'aient pas peur d'avoir des conflits. Et moi, ce qui a fait que ça a marché, c'est que je me suis associée donc, avec deux personnes, donc un ingénieur et une personne qui a fait école de commerce, où on avait vraiment des vues hyper différentes. Mais malgré ça, on a réussi à bosser ensemble. Je pense qu'on s'est vraiment apporté... du coup, mon associé qui s'occupe du commercial, qui a fait école de commerce, il avait quand même fait un petit peu de recherche. Moi, j'avais fait un peu de business avant. Donc, on avait quand même une petite idée de comment l'autre fonctionnait, quoi. Est-ce que tu trouves qu'il y a un progrès aujourd'hui vis-à-vis des chercheurs pour leur dire venez dans l'entrepreneuriat, venez dans les startups, on a besoin de vous sur des sujets clés comme la santé, l'environnement, l'éducation, etc. Est-ce que ce pont, il existe? Est-ce qu'il est assez visible et lisible? Il y a deux trucs. Il y a le pont, il est en train de se mettre un petit peu plus en place avec justement des façons de transférer des brevets, par exemple, ou bien de créer des équipes de chercheurs. Donc oui, il y a des choses qui se mettent en place. Mais en vrai, il y a un truc surtout qui va très mal dans la recherche, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Et donc, de fait, je pense qu'il va y avoir... déjà, il va y avoir un appauvrissement de l'innovation parce qu'il n'y a plus assez de recherche.
Et le deuxième truc, c'est qu'en fait, de fait, ça va pousser des chercheurs à venir dans des startups, ce qui est peut-être bien au début, mais enfin, moi, je le vois, l'argent qui va à l'innovation par rapport à l'argent qui reste dans la recherche fondamentale, pour moi, le ratio, il n'est pas du tout juste. Il faut absolument beaucoup de recherche fondamentale, et puis il faut quand même former des chercheurs, parce que l'air de rien, bon là, tout à l'heure, je disais des choses plutôt pas sympas sur les chercheurs et sur la recherche, mais en vrai, la recherche, c'est le seul endroit où on peut se poser une question à fond, jusqu'au bout, avec les méthodes qui permettent de se poser cette question-là, et on va ad nauseam jusqu'au bout de son sujet. Donc quand on sort de la recherche, donc pour quelqu'un comme moi qui a fait une thèse et de la recherche, je sais maintenant assez vite repérer les limites d'une méthode, les limites d'une techno, etc. Donc, enfin, moi, mon appel au gouvernement que j'essaie de faire passer de temps en temps, c'est que ça serait bien de remettre un peu d'argent quand même dans la recherche fondamentale. L'innovation, je trouve que ça va, vraiment. Enfin, la France, c'est un super pays pour innover, mais ça devient pas un super pays pour faire de la recherche. On parle beaucoup aujourd'hui d'impact social, sociétal, environnemental. On parle des objectifs de développement durable, par exemple les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Pour toi, quel modèle de gouvernance d'entreprise faudrait-il créer pour être aligné avec ces objectifs de développement durable et ces objectifs d'impact? Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que, en vrai, il faut un changement de système. Enfin, les boîtes, elles font ce qu'elles peuvent, mais tant qu'on est sur un système néolibéral capitaliste où le truc principal, c'est l'argent qui fait tout tourner, on peut faire autant qu'on veut de croissance durable, de je sais pas quoi, en fait, ça suffira pas. Enfin, du coup, j'encourage tout le monde, parce qu'il en parle beaucoup mieux que moi, à lire Bon Pote. Donc, c'est un média d'information sur le climat. Bon Pote avec Thomas Wagner. Et voilà, il en parle 100 fois mieux que moi, donc je ne vais pas commencer à dire des trucs comme ça. Mais je pense que tant qu'il n'y a pas de changement de système, on ne pourra pas résoudre les vrais problèmes. Tout ce qui est dans le rapport du GIEC, en fait, nécessite une transformation du système, pas juste des startups qui vont faire des voitures écolo et des vélos, quoi. Ça ne suffira pas. Okay. Bonne ambiance. Donc, là, j'ai bien... Non, mais c'est bien, parce que du coup, donc tu parlais tout à l'heure des investisseurs. Vous avez des investisseurs qui ont investi chez vous. Est-ce que c'est des VC traditionnels qu'on a l'habitude de voir, comme on en voit aujourd'hui, etc. Ou est-ce que c'est des personnes qui sont un peu plus concernées par l'impact? Et qu'est-ce qu'ils sont venus chercher chez Gochaba, du coup? Alors ça, c'est pareil. Pour moi, ça, c'est un sujet intéressant, l'investissement, parce qu'en fait, aujourd'hui, tous les fonds, ou presque, ont envie de dire qu'ils font de l'impact. Tout le monde s'y intéresse, sans nécessairement avoir fait leur devoir avant. Parce qu'en fait, l'impact, même en finance, l'impact, c'est un truc qui existe depuis longtemps. Il y a des gens qui ont fait des recherches dessus, il y a des experts, il y a des pros. Et aujourd'hui, je trouve que tous les fonds se déclarent soit fonds à impact, soit je suis un fonds classique, mais je fais quand même de l'impact parce que en fait, j'ai financé une start-up de vélo électrique, tu vois. Mais c'est de l'hubris, en fait. C'est un excès de confiance en soi qui fait qu'on ne va pas y arriver. Ceci dit, les fonds qui sont venus chez nous, je pense que là où il y a quelque chose, je pense qu'ils sont un peu particuliers dans le monde de l'investissement, pas tant parce qu'ils ont venu chercher de l'impact, parce que ça, je pense qu'encore une fois, il y a beaucoup de fonds qui le font, mais c'est que d'avoir financé une boîte avec une équipe fondatrice qui ne ressemble pas aux standards, pour moi, c'est plutôt ça qui est... Enfin, tu vois, faire confiance à une nana chercheuse comme CEO d'une boîte tech, pour moi, ça, c'est quand même assez courageux. Donc peut-être là-dessus. Bon, et puis il se trouve que là, le deuxième tour avec Orange Venture, on bosse avec un mec avec qui on s'entend très très bien et qui a vraiment envie de faire bouger les choses. Voilà. Bon, après, je dis ça modulo ce que j'ai dit avant, qui est qu'on peut faire bouger les choses que dans la limite de ce qui est accessible aux fonds et aux startups, quoi. Du coup, vous avez dû travailler peut-être 2 fois plus en étant une équipe diversifiée, avec une femme CEO dans la tech, etc. Est-ce que vous avez dû faire 2 fois plus de travail? Est-ce que plus de portes se sont fermées? Enfin, quel a été le chemin vers cette levée de fonds? Alors, j'ai pas l'impression qu'on ait eu... Nous, pour le coup, je pense qu'on a plutôt eu plus de portes ouvertes, en vrai. Parce que les fonds cherchent des équipes... Enfin, cherchent des fondatrices. Puis le fait que mes 2 associés soient non blancs, je pense que ça joue aussi. Enfin... En tout cas, les fonds qui viennent nous voir, c'est qu'ils ont envie de financer des équipes un peu différentes. Donc,
certainement, ça a dû nous desservir auprès de certains fonds, mais j'en sais rien. Je pense que ça nous a servi auprès des fonds qui sont venus nous voir. Et aussi, ce qui est particulier chez nous, c'est qu'on a vraiment un super produit et tout le monde s'accorde à ça, mais en termes de croissance financière, on n'est pas du tout dans les standards. Donc c'est ça aussi, quand je disais que les fonds nous font confiance, c'est il y a moi, le fait que je sois une chercheuse et le fait qu'on est vraiment une boîte produit, on n'est pas une boîte de commerciaux, et c'est beaucoup plus difficile à piloter pour des fonds. C'est le moment peut-être de vous interroger si vous avez des questions à poser à Camille. Du coup, je vais redire les questions au micro parce qu'on les entendra pas. Oui. Donc, Gochaba met à disposition des candidats sur les plateformes des entreprises partenaires des évaluations sous la forme de jeux qui évaluent notamment une dizaine de traits cognitifs. Est-ce que vous avez déjà pensé chez Gochaba à mettre ce questionnaire, cette évaluation à disposition de tout un chacun pour qu'il puisse s'évaluer en amont peut-être du fait de postuler et de le rendre plus libre, plus accessible? Et notamment s'orienter aussi, voilà. Pour s'orienter, donc, j'ai 2 éléments de réponse. Il y en a un où je vais faire la pub d'une autre boîte, je ne sais pas où ils en sont, mais c'est Vadéquoi qui fait ça, qui permet aux personnes de regarder où ils en sont en termes de valeurs, pour le coup. Eux, c'est vraiment sur les valeurs. Est-ce que cette entreprise est un bon fit pour moi en termes de valeurs? Le deuxième élément de réponse, c'est que à terme, nous, on a une vision plateforme de marché, donc oui, à terme, l'idée, c'est que les candidats puissent s'évaluer et répondre de manière instantanée sur des jobs. Néanmoins, vraiment, la partie, ce que tu proposes de une offre plutôt B2C à destination du grand public pour que les personnes puissent s'évaluer, ça, c'est plutôt l'objet d'un autre projet. J'en parle un peu, j'ai fait le podcast Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie et j'en parle là-dedans. J'ai un projet qui s'appelle Nemo, qui pour l'instant est dormant, mais dont c'est l'ambition de ce projet-là, c'est de dire que les personnes puissent s'évaluer sur leurs traits cognitifs, mais ce que j'aimerais surtout, c'est permettre d'identifier la flamme intérieure dans le sens dans quelle cause j'ai envie de m'investir avec ces forces-là. Et je pense que ce truc-là, il est vraiment essentiel aujourd'hui parce que il me semble que la frustration au travail, elle vient du fait qu'on ne se retrouve pas forcément à travailler sur les points qui nous tiennent le plus à cœur. Et il me semble qu'on aurait des gens beaucoup plus épanouis si chacune, on pouvait bosser sur vraiment l'impact qu'on a envie d'avoir sur le monde, quoi. Donc voilà, l'idée de Nemo, c'est faire un peu la combinaison des deux. Mais ça sera... Chez Gochaba, on va se concentrer sur la partie vraiment job. Et donc, on peut... Enfin, je ne dis pas qu'un job peut jamais être épanouissant, ça peut être un peu épanouissant, mais je pense que tant qu'on ne s'est pas posé la question de l'impact qu'on a envie d'avoir sur le monde, on ne peut pas être 100% épanoui dans un job. Donc c'est pour ça que j'avais cette idée de truc grand public plutôt à long terme. Avec Hello Charlie, on le fait à une toute petite échelle. Du coup, on pose quelques questions. Et au début du parcours Hello Charlie, quels sont tes verbes d'action? Quelle est ta contribution que tu veux apporter au monde? Dans quel groupe de l'humanité est-ce que tu veux appartenir? Ceux qui nous divertissent, ceux qui nous alimentent, ceux qui nous habillent, ceux qui construisent, etc. Ceux qui prennent soin de nous. Donc ça, c'est des questions qu'on pose. Et puis aussi, on a une module sur les causes qui nous tiennent à cœur. Et donc, on parle beaucoup de ces causes-là, sans jamais juger, sans jamais culpabiliser. Mais on n'a pas intégré encore de dimension cognitive, donc c'est super intéressant. Du coup, ça m'amène une question sur les traits cognitifs. C'est à partir de quel âge est-ce que ça peut s'adresser à n'importe qui, n'importe quand? Et est-ce que ça change au fil du temps? Alors, il y a 2 parties à la réponse. Il y a la partie théorique, où du coup, je ne suis pas experte, parce que vraiment, des experts en recherche, il faut avoir bossé 128 ans sur un sujet, mais j'aurais envie de dire que les tests cognitifs qu'on utilise, nous, il y a des choses qui se stabilisent à différents âges. Donc, il y a des choses qu'on pourrait tester peut-être à partir de 4 ans, d'autres où il faudrait attendre 7-8 ans, par exemple. Par exemple, les émotions, ça vient très tôt. Par contre, la capacité à passer d'une tâche à l'autre, on a un test qui teste ça. Je pense qu'il faut attendre un peu plus. En particulier parce que ce qu'on mesure, c'est la capacité cognitive une fois qu'elle est stabilisée. Donc peut-être qu'on pourra le tester à 4 ans, mais finalement, s'il y a 8 ans, la personne a complètement changé, autant le tester tout de suite à 8 ans. Hein. On teste des traits cognitifs qui sont stables.
du coup, ça, c'est sur la partie un peu théorique. Et après, l'autre chose que je voulais préciser, c'est que comment on sait, en fait, aujourd'hui qu'on mesure les 10 trucs vraiment super importants dans la plupart des jobs? Ça, c'est basé sur les datas. C'est qu'au début, on a fait plein de jeux qui mesuraient plein de trucs qui, théoriquement, paraissaient importants. Donc, le leadership, la résilience, la capacité à prendre des décisions, enfin, ce qu'on veut. Mais à force de mettre ces tests-là à l'épreuve de est-ce que ça prédit réellement le succès ou pas, c'est comme ça qu'on a pu sélectionner, qu'on a pu filtrer les jeux qui étaient les plus importants. Donc par exemple, des tests de validité tout con, hein, on fait passer 10 tests à des consultants chez Accenture, on leur fait passer les 10 tests, on fait 2 groupes, on fait le top performer et le reste, et on regarde quels sont les 3 jeux prioritaires qui distinguent les 2 groupes. Donc du coup, les tests, ce qu'on mesure, il y a beaucoup de choses qu'on apprend en faisant, c'est ça que je veux dire. Donc, par exemple, sur l'âge, il y a des choses qu'on apprendrait. Si on commençait à cibler des populations d'enfants de 7-8 ans, on apprendrait des choses en leur faisant passer les jeux, quoi. Et j'enchaîne juste sur une question. Après, promis, je prends une autre question. Du coup, est-ce qu'on peut progresser sur ces capacités cognitives? C'est possible de progresser? Alors ça, c'est toujours la question piège, parce que si je donne la vraie réponse, ça déçoit tout le monde. Mais non, on ne peut pas progresser sur les capacités cognitives. Par contre, ça ne veut pas dire qu'avec une capacité cognitive donnée, on ne peut pas progresser dans sa vie. Donc l'exemple que je donnais ce matin, c'était si vous avez une 2 chevaux ou une BM, vous n'avez pas le même moteur. Par contre, si votre idée, c'est d'aller sur des super routes de montagne, eh ben, vous pourrez probablement le faire avec l'une ou avec l'autre. Si votre idée, c'est de faire de la vitesse, peut-être il vaut mieux la BM. Mais je sais pas, le truc, c'est... Oui, tout le monde peut évoluer, tout le monde peut progresser sur tout ce que vous voulez. Mais il y a quand même une base qui s'installe, qui est un mélange de génétique, d'apprentissage, etc. Et moi, en fait, ce qui me semble important, c'est de se dire, j'ai cette base, je l'accepte, et après, à partir de cette base-là, comment je fais pour faire ce que j'ai envie de faire avec? Et donc, idéalement, tu vois, dans une société idéale, on ne jugerait pas. On ne se dirait pas, lui, il est plus intelligent parce qu'il se rappelle de 4 poissons, et lui, il est moins intelligent parce qu'il se rappelle de 2 poissons. On s'en fout. C'est comme, il y a un psychologue que j'aime bien qui disait, on a envie que les enfants apprennent à lire très tôt. Pourquoi, en fait? En quoi un gamin qui sait lire plus tôt, il est plus intelligent? C'est les livres qu'il va lire entre 3 ans et 7 ans, la différence. Donc voilà, moi j'ai cette idée d'unicité, chacun est unique, chacun peut progresser vers là où il a envie d'aller, mais on est tous différents. Voilà. Et différent, ça veut dire aussi différent sur les traits cognitifs. Et de la richesse, du coup. Une deuxième question? Oui. Moi j'ai un projet dans l'e-sport, donc c'est plutôt le jeu vidéo côté compétition. C'est vrai que quand j'en parle, moi dans les entretiens, les recruteurs peuvent parfois avoir un peu de réticence en disant c'est un geek et tout ça. Est-ce que du coup il n'y a pas un biais du côté des recruteurs, mais aussi du côté des candidats qui vont se dire je vais me faire passer des jeux vidéo, en fait c'est pas trop mon truc. Je peux reformuler, c'est vite fait. En gros, c'est quoi le biais d'utiliser du jeu vidéo pour le recrutement ou pour d'autres... Enfin, là, c'était sur le recrutement, mais même pour d'autres applications. Et là, c'était du e-sport. Donc, le jeu vidéo, c'est hyper connoté pour plein de mauvaises raisons. Et nous, on a beaucoup de stats sur le fait que le fait de faire du recrutement avec du jeu vidéo, c'est plus inclusif que de demander un CV, une lettre de motivation. Après, ça dépend des jeux vidéo. Si tu fais un méga shoot 'em up en 3D, là, non, tu vas pas forcément être inclusif. Mais le casual gaming, aujourd'hui, on a donc la moitié des gens de 50 ans qui jouent quotidiennement, qui font des petits Scrabble, des trucs comme ça. 60% des joueurs sont des joueuses en casual gaming. Et nous ensuite, donc ça c'est un peu les données marché, et après nous on vérifie que notre idée c'est d'enlever les biais de recrutement, donc ça serait ballot qu'on en rajoute, donc on vérifie bien qu'on rajoute pas de biais de genre, d'âge, de type de plateforme utilisée, etc. Et oui, les RH sont réticents, et donc c'est vraiment un truc où il faut blinder ton argumentaire avec des stats et avec des cas précis aussi. Une autre question? Oui. Ouais. Donc la question c'est, en venant d'un milieu pas favorisé, comment j'ai fait pour casser le plafond de verre? En fait, je pense que le truc, c'est toujours délicat
cas parce qu'on ne sait pas en fait ce qu'on a fait. Enfin, je ne dis pas que je suis self-made woman. Donc, il faut faire attention à ça parce qu'en fait, on a tous l'impression qu'on a fait face à des montagnes et que c'est par notre propre mérite qu'on a réussi. Alors, c'est pas ça que je dis, justement. Ce que je dis, c'est que venant d'un milieu où il n'y avait vraiment pas de thunes à la maison, habitant en France, j'ai pu accéder à un lycée de très bonne qualité, j'ai fait des études à la fac parce que c'est gratuit. Après, on bosse à côté pour se payer son loyer, mais je veux dire, c'est pas comme aux États-Unis, il faut tout de suite emprunter 50 000 euros. Et après, c'est hyper niais, mais en vrai, il y a des gens qui font confiance, quoi. Moi, je suis vraiment hyper reconnaissante. Mon directeur de thèse, c'est un mec qui avait fait Polytechnique, mais qui venait d'un milieu assez défavorisé aussi. Du coup, il m'a repéré. Enfin, j'ai été repérée pas mal de fois, donc c'est pour ça que je dis, je suis vraiment pas self-made woman. Oui, j'ai mis en place des conditions pour être repérée, Enfin voilà, faut un peu y aller, quoi. Mais donc, j'ai pas du tout de conseils à donner à qui que ce soit parce que j'ai bien fait ce que j'ai pu avec ce que la vie m'a lancé. Mais néanmoins, je pense qu'il y a vraiment un truc de solidarité en fait qui est important. Qu'est-ce que vous, aujourd'hui, si vous êtes arrivé à un niveau où vous vous sentez confortable, qu'est-ce que vous pouvez faire pour proposer à d'autres personnes cet accès-là? Et après, c'est la culture. Franchement, c'est la culture et l'éducation, hein. Aux États-Unis, il y a beaucoup cette discussion de est-ce que c'est bien d'avoir des facs où les gens apprennent un peu tout et n'importe quoi, ou est-ce qu'il faudrait mieux enseigner des métiers? En fait, le fait d'apprendre un peu tout et n'importe quoi, ça fait qu'on a des personnes cultivées, équipées, qui peuvent appréhender le monde en se libérant un peu justement des préjugés. Parce que c'est ça beaucoup le truc, c'est quand on grandit dans un milieu défavorisé, c'est pas seulement qu'on va galérer parce que concrètement on a moins d'opportunités, c'est aussi qu'on a bien intégré le fait qu'on n'était pas attendu. Donc pour moi, la culture et l'éducation, ça sert à ça. Ça sert à que même si tu te sens pas attendu quelque part, on t'a donné des outils pour que tu comprennes que t'es pas attendu et pour comprendre comment tu peux quand même y aller, quoi. Et je veux juste citer une étude, parce que je la trouve quand même assez dingue, c'est que les gens qui sont des transfuges de classe, ce qui est mon cas du coup, qui sont passés qui ont changé de classe sociale, sont, alors je me souviens plus du chiffre exact, mais genre c'est 3 fois plus probable d'avoir des maladies auto-immunes. Donc la violence de classe sociale, elle est réelle, elle est dans le corps aussi. Et je pense que pour arriver à changer de classe sociale, il faut croire qu'on va y arriver. Il faut un peu se mentir aussi, des fois. Il faut se dire qu'on va y arriver alors que c'est vraiment très dur. Tu vois, c'est le truc ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mais du coup, derrière, il y a des conséquences, quoi. C'est pas la même chose, moi je le vois tout le temps, entre les gens qui ont monté des boîtes ou qui sont dans des fonds d'investissement, selon le milieu duquel ils viennent, ils n'arrivent pas à la même chose au même âge, ça leur a pas coûté la même chose et il faut être conscient de ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? On pourra... Là-bas. Ouais. Ah, il y a un micro derrière, ouais. Je me demandais si ces biais cognitifs, c'est comme une boîte à outils, mais comme tous outils, ça dépend de l'environnement dans lequel on les utilise. Donc, une fois qu'on a identifié ces boîtes à outils, quelles seraient les différentes... ce qui ferait que finalement, est-ce qu'il y a des choses qui feront que ça s'exprime différemment selon l'environnement de stress ou autre où ils sont utilisés? Alors, je pense qu'il faut préciser. Donc la question c'était est-ce que les biais cognitifs sont soumis aux aléas de l'environnement et qui peuvent s'exprimer différemment? Je veux juste préciser un truc parce que je suis pas sûre de comprendre la question. Les biais cognitifs, c'est ce qui fait qu'on prend des décisions irrationnelles et fausses. On fait des erreurs entre guillemets de raisonnement. Et ce qu'on mesure, nous, c'est les traits cognitifs qui sont donc la puissance sous le capot. Oui, du coup, votre question elle est sur les traits? Oui, c'est ça. Merci. Du coup, c'est ça. Donc, en fait, sur les traits cognitifs, la spécificité des traits cognitifs, c'est qu'ils ne s'expriment pas différemment en fonction du contexte. Ce qui va s'exprimer différemment en fonction du contexte, c'est justement la personnalité. Et c'est pour ça que nous, quand on dit qu'on mesure le potentiel, c'est vraiment, on mesure les traits cognitifs parce que c'est le potentiel brut qui n'est pas soumis aux aléas. Ma capacité de mémorisation ne va pas changer selon que je sois en train de m'amuser ou d'être à la plage ou bien que je sois dans le métro. Je vais toujours avoir la même capacité de mémorisation.
Ce qui va impacter des biais cognitifs, c'est des traumas, c'est des trucs vraiment hyper lourds, quoi. C'est pas... Alors que la personnalité, oui, elle se modifie en fonction de l'environnement. Enfin, le comportement qui est défini par la personnalité change en fonction de l'environnement. Là-bas, il y a une question. Vas-y. Le trait cognitif, c'est quelque chose qui est mesuré du coup individuellement et qui va se retrouver dans un travail du coup plutôt individuel. Est-ce qu'il y a des traits cognitifs spécifiques à la collaboration et à la coopération? Oui, bien sûr. Il y a des traits cognitifs spécifiques à la collaboration et en fait, c'est hyper dur à mesurer. C'est un truc sur lequel on a galéré, nous, à faire les bons protocoles. Donc souvent, ça se mesure avec des questionnaires. Ce qui a le problème de poser des questions aux gens, de mesurer des choses sur la base de questionnaires, c'est que les gens ne se connaissent pas forcément eux-mêmes. Donc si je suis le plus grand des 7 nains, je vais penser que je suis grand. C'est pas, voilà. Donc les questionnaires sont biaisés, faux, etc. Et donc sur la collaboration, là, on a mis en place un jeu dont je ne peux pas expliquer toute la mécanique, mais en gros, le principe, c'est que vous jouez avec un autre joueur et ensemble, vous allez faire une tâche. Et nous, on mesure des trucs qui permettent de voir quel type de collaborateur vous êtes. Oui, parce que du coup, sur ces traits cognitifs, vous n'êtes pas à même de communiquer dessus. Il y a une confidentialité autour de ça, c'est ça? Bah, c'est surtout que si je vous explique le jeu et que vous le passez demain, vous saurez tricher. On est arrivé au bout du temps imparti. Du coup, c'est le moment pour moi de vous remercier tous et de te remercier toi, Camille, en particulier. Merci d'être venue. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.